Dernière nouvelle. Vous regardez une vidéo de Gene Hackman, lauréat d'un Oscar et connu pour sa vie recluse ces dernières années. De nouveaux détails concernant l'enquête sur la mort de l'acteur Gene Hackman, notamment une vidéo récemment diffusée, ont été révélés. Selon des sources proches de l'enquête, les ouvriers ont découvert quelque chose d'inattendu. L'entrée d'un tunnel. Ni un couloir technique, ni un accès à un entrepôt, mais un passage dissimulé sous la propriété de Gene Hackman, acteur oscarisé de 95 ans et l'un des hommes les plus discrets de l'histoire du cinéma américain. Personne ne l'a confirmé officiellement. Personne n'en avait besoin, car dès que les enquêteurs ont commencé à se demander ce qui se trouvait sous cette propriété. Vidéo de la caméra embarquée d'une Audi. Des éléments du mystère entourant la mort de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse. Tout ce qui concerne la mort de ces deux personnes est devenu incompréhensible. Betsy Arakawa a disparu le 17 février. Hackman a suivi 9 jours plus tard. Aucun appel, aucun secours sollicité, les portes verrouillées de l'intérieur. 2 personnes agonisant seules dans un complexe fortifié et quelque part en dessous d'elles, selon certaines sources, une porte récemment ouverte. L'intrusion a eu lieu le 26 février 2025 à 11h00. Un convoi de véhicules fédéraux s'est approché de portes en acier, renforcées dissimulées au cœur de la forêt près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Derrière ces grilles se trouvait une propriété de 4 millions de dollars, le domaine privé de Gene Hackman, acteur oscarisé de 95 ans, et de son épouse Betsy Arakawa, 65 ans. Personne n'avait eu de leurs nouvelles depuis des jours. Aucun appel en retour, aucun employé ne s'était présenté au travail. Un silence complet régnait sur un établissement qui, en temps normal, fonctionnait comme une petite base militaire. Je ne vois aucune trace de traumatisme contondant. C'est bizarre qu'ils soient tous les deux déprimés, mec. Les voisins s'étaient habitués aux habitudes de cette propriété. Les arrivées programmées, les véhicules d'entretien, le rythme régulier d'une maison fonctionnant selon une routine bien établie. Depuis plusieurs jours, rien de tout cela ne s'était produit. Personne ne s'en était aperçu. Ce n'est pas un membre de la famille qui a donné l'alerte. Ce n'était ni un gérant, ni un médecin, ni un collègue de longue date. C'était un homme à tout faire, venu pour une intervention de routine, qui avait remarqué quelque chose d'anormal et avait déclaré aux policiers qu'il pensait que le couple était décédé à l'intérieur. Il avait fallu forcer le portail, couper les serrures. Ce n'était pas une propriété où quelqu'un avait oublié d'ouvrir une porte. Le fait que personne à l'intérieur ne l'ait ouverte était le premier signe. Tout dans cette propriété était conçu pour rester scellé, à moins qu'une personne à l'intérieur ne décide de l'ouvrir. Lorsque les policiers y pénétrèrent, ils découvrirent les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa à l'intérieur du manoir, ainsi que ceux de leurs chiens. Les autorités ont confirmé que Betsy était décédée environ 9 jours avant la découverte du corps de Gene. La cause de son décès, le virus Haunt, a été confirmée par le médecin légiste de Santa Fe. Des images de caméras corporelles montrent vite l'arrivée des policiers au domicile de Gene Hackman et de sa femme à Santa Fe. Un homme à tout faire leur apprend leur décès. Maladie cardiovasculaire avec facteur aggravant, mort naturelle. Le bureau du shérif de Santa Fe a déclaré publiquement dès le premier jour qu'aucun signe d'acte criminel n'avait été relevé. Pourtant, ce même bureau a autorisé une fouille médico-légale complète de la propriété. Des équipes fédérales équipées de caméras thermiques, des spécialistes venus d'autres comtés. Voilà la réponse attendue pour un décès de cause naturelle. C'est que la réponse apportée à une scène qui soulevait des questions auxquelles la première équipe sur place n'a pas pu répondre. Pas d'acte criminel. Mais la propriété a tout de même été traitée comme une scène de crime. C'est dans cette distinction que réside toute l'histoire. Conclure à l'absence d'acte criminel met fin à l'enquête. Cela ne résout pas les questions concernant le contenu de la propriété, ce que la personne gardait,
ni les conditions qui ont conduit à ces 2 décès dans une enceinte scellée, sans aucun contact avec l'extérieur pendant 9 jours. Ces questions relèvent d'une autre catégorie, non criminelle, et ne sont pas résolues par une simple conclusion sur la cause du décès. Ce sont ces questions qui ont guidé chaque développement ultérieur de cette affaire. Puis, selon des sources proches de l'enquête, des ouvriers effectuant une évaluation complémentaire ont découvert quelque chose près du périmètre du domaine, chose qu'aucune déclaration officielle n'a commentée. Une entrée de tunnel qui aurait été dissimulée et qui aurait été utilisée récemment. Voilà l'affirmation qui bouleverse tout ce qui a précédé. La forteresse qui se dressait au-dessus. Pour prendre au sérieux l'hypothèse du tunnel, il faut d'abord comprendre ce qui se trouvait au-dessus. La propriété de Gene Hackman, dans les collines près de Santa Fe, n'était pas une maison au sens ordinaire du terme. C'était un système clos. Une forêt dense l'entourait de tous côtés. Des murs d'enceinte encerclaient la propriété. Des détecteurs de mouvement à chaque point d'accès. Des caméras de surveillance couvraient les lieux 24 heures sur 24. Ce genre d'infrastructure n'existe pas par simple souci d'intimité face aux paparazzi. Elle existe parce que chaque entrée et sortie a été conçue intentionnellement. Le personnel était trié sur le volet. Tous ceux qui travaillaient sur la propriété, jardiniers, femmes de ménage, agents d'entretien, étaient liés par des accords de confidentialité. Et pendant des décennies, aucun d'eux n'a jamais parlé publiquement de ce qui se passait entre ces murs. Imaginez ce que cela représente concrètement. Des dizaines de personnes, pendant de nombreuses années, liées par des liens si étroits qu'aucun témoignage n'a filtré. Pas un mot à un voisin, pas un détail transmis à un journaliste local, pas un tuyau anonyme. À l'ère des réseaux sociaux, un tel silence est anormal. On parle, on publie, on partage des détails de sa vie professionnelle sans y penser à 2 fois. Pour qu'un silence aussi profond perdure parmi autant de personnes pendant tant d'années, une simple demande polie ne suffit pas. Il faut un cadre juridique conçu spécifiquement pour le contenir et une volonté constante de le faire respecter. Les demandes de permis de construire pour la propriété ont été retournées avec des passages caviardés. Les registres fonciers présentent des lacunes que les greffiers du comté n'ont pas pu expliquer. Les chercheurs qui tentaient d'accéder aux archives foncières du domaine se sont heurtés à des impasses qui n'existaient pas au départ. Voici ce qu'ils ont découvert en franchissant enfin les grilles. Les images de la caméra corporelle, diffusées après la décision d'un juge, montre l'intérieur du manoir. Le silence y est immédiat et pesant. Mais ce qui a troublé l'équipe d'intervention, ce n'était pas le silence, mais les signes d'une activité récente. Des meubles avaient été traînés sur le parquet. Des livres avaient été retirés des étagères, puis remis en désordre. Des tiroirs ouverts. Un coffre-fort dans une chambre. Ouvert et vide. Quelqu'un avait parcouru cette maison avec un but précis. Le désordre n'était pas dû au hasard. Certaines pièces avaient été mises sens dessus-dessous, tandis que d'autres étaient restées intactes. Quiconque avait visité cette maison en connaissait la configuration. Ajoutons maintenant l'existence de ce tunnel. Une enceinte aussi hermétique, aussi délibérément construite, aussi protégée juridiquement contre toute connaissance extérieure. Et en dessous, selon certaines sources, un passage. Si ce passage existe réellement, il n'a pas été ajouté après coup. Il faisait partie intégrante de l'architecture, du système. Et la question que cela soulève est la même que celle que soulèvent les murs, les caméras et les accords légaux, posés simplement sous un angle différent. Que protégeait-on exactement? Ces 9 jours. Betsy Arakawa est décédée le 17 février 2025. Le corps de Gene Hackman a été retrouvé le 26 février.
9 jours se sont écoulés entre ces deux événements. 9 jours durant lesquels, d'après les éléments établis par les enquêteurs, aucun appel n'a été passé. Aucune alarme n'a été déclenchée. Aucun contact n'a été établi avec la famille, le personnel, les services d'urgence, ni avec qui que ce soit d'autre. Les portes sont restées verrouillées. L'enceinte est restée scellée. Quoi qu'il se soit passé entre ces murs pendant ces 9 jours, cela s'est déroulé dans un silence complet. Imaginez ce que cela représente pour un homme de 95 ans. Il ne s'agit pas d'une personne qui se serait volatilisée ou coupée du monde. Le complexe était sophistiqué, l'infrastructure moderne. Il y avait des téléphones et des contacts d'urgence. Le réseau juridique et médical qui entourait un homme de la stature et des ressources de Hackman ne disparaît pas comme par magie. Il était là, disponible, joignable, en un simple coup de fil à tout moment pendant ces 9 jours. Hackman n'était pas un reclus de nature. Il ne s'était pas coupé du monde par amertume ou indifférence. De l'avis de tous ceux qui l'ont croisé dans la vie quotidienne de Santa Fe, il était attentionné, chaleureux et présent. Son coiffeur, les vendeurs du marché, le personnel de la bibliothèque municipale, tous décrivaient le même homme. Curieux, prévenant, généreux en pourboire, se souvenant des noms, s'intéressant aux enfants et à la vie des gens. Cet homme d'une 60aine d'années, à la santé déclinante, est resté seul pendant 9 jours dans une propriété fermée à clé avec le corps de sa femme. Il n'a passé aucun appel à l'aide, ni au 911, ni n'a prévenu sa famille, ni envoyé de message à un avocat, un médecin ou un ami de longue date. Le bureau du shérif de Santa Fe a confirmé ces faits. Ils ne sont pas contestés et sont documentés. Un homme de 95 ans peut certes être incapable de certaines choses, mais passer un coup de fil n'en fait pas partie. La propriété disposait d'infrastructures de communication. Les systèmes de surveillance étaient toujours actifs à l'arrivée des adjoints du shérif. Le système d'alarme était fonctionnel. Les caméras intérieures avaient été désactivées manuellement avant la découverte des corps. Mais les systèmes extérieurs fonctionnaient. Il avait accès aux moyens de contacter l'extérieur. Il a choisi de ne pas les utiliser. Voici ce que signifie ce choix, à y regarder de plus près. Un homme d'une 80aine d'années, en déclin physique, seul dans une maison de cette taille, avec un corps à l'intérieur, qui ne demande pas d'aide, n'est pas passif. Ce n'est pas ce qui arrive quand on est simplement confus ou trop faible pour agir. C'est ce qui arrive quand on a décidé, inconsciemment, qu'appeler à l'aide aurait un prix qu'on n'est pas prêt à payer. Chaque jour qui passait dans ce silence était un choix renouvelé. Le 2e jour, le 4e, le 7e. 9 jours passés à décider, consciemment ou non, que garder les portes closes importait plus que de les ouvrir, que les conséquences d'une intrusion dans le monde extérieur étaient pires que la solitude. 2 personnes qui ont choisi, jusqu'au bout, de préserver intact le secret qui les entourait. Le rapport du médecin légiste conclut à une mort cardiovasculaire de cause naturelle, ce qui est peut-être parfaitement exact et complet. Mais les 9 jours qui ont précédé ce décès restent inexpliqués par ce rapport. Ces 9 jours révèlent un comportement délibéré, et tout comportement a une raison d'être. Que protégeait-il au prix de tout ce qui lui restait? Le virus HIV, cause du décès de Betsy Arakawa. Le syndrome pulmonaire à avirus a été confirmé par le médecin légiste du comté de Santa Fe et n'a quasiment pas fait l'objet d'une couverture médiatique soutenue dans les médias traditionnels. Cette absence mérite d'être soulignée, car elle résulte d'un choix délibéré des médias. Alors que la plupart des médias ont consacré des jours à reconstituer la chronologie de leur isolement, à analyser les systèmes de sécurité et à spéculer sur les raisons des portes verrouillées, rares sont ceux qui ont consacré autant de temps. On a plutôt parlé de la cause exacte du décès de Betsy Arakawa que de la question de savoir ce qui l'avait réellement tuée. La cause confirmée de sa mort a été reléguée au second plan. Or, elle n'en est pas une,
car elle constitue à elle seule l'un des faits les plus étranges de toute cette affaire. Le virus H1N1 se transmet par contact avec des excréments, de l'urine ou de la salive de rongeurs infectés, le plus souvent des souris sylvestres, très répandues dans les zones rurales et semi-désertiques du sud-ouest américain. Le nord du Nouveau-Mexique présente un risque avéré d'exposition à ce virus. Cette maladie n'est pas exotique à la région. Ce qui est inhabituel, c'est le lieu de cette contamination. Betsy Arakawa est décédée du virus Ha'ana dans une propriété sécurisée de 4 millions de dollars, dotée d'une équipe d'entretien permanente, d'un système de surveillance opérationnelle et des ressources financières nécessaires pour gérer toute situation environnementale à tout moment. Le virus Ha'ana ne pénètre pas dans une maison par simple négligence. Un placard oublié, une fissure dans un mur de garage, un coin de sous-sol non inspecté depuis des années. Le virus Ha'ana s'introduit là où des rongeurs sont passés, là où leur présence est passée inaperçue, là où les conditions ont permis à la contamination de s'accumuler jusqu'à un niveau critique. La période d'incubation du syndrome pulmonaire à virus Ha'ana dure généralement de 1 à 5 semaines après l'exposition, avant de devenir critique. La phase initiale ressemble à une infection virale classique. Fièvre, fatigue, douleur musculaire, elle n'est pas immédiatement alarmante. La phase tardive, lorsqu'elle survient, évolue rapidement. Il faut également prendre en compte que le virus Ha'ana ne se transmet pas par voie aérienne en milieu ouvert. L'exposition nécessite une proximité prolongée avec un site de contamination précis. On ne l'attrape pas en traversant un champ dans le désert. Vous le contractez dans un espace clos où des rongeurs infectés ont vécu, niché et laissé des matières biologiques au fil du temps. Un vide sanitaire, une zone de stockage, une pièce scellée qui n'a pas été correctement ventilée ou inspectée. Betsy Arakawa n'était pas du genre à se retrouver par hasard dans une situation négligée. De l'avis général, elle était méticuleuse, organisée et très attentive à la gestion de sa maison. La propriété disposait d'une équipe d'entretien professionnel et de ressources que la plupart des familles n'ont jamais l'occasion de connaître. Ce que la cause confirmée du décès établit est le suivant. Une source de contamination, présente quelque part sur ou sous la propriété, a échappé à l'attention du personnel de maison à temps plein, à un système de surveillance fonctionnel et à une femme ayant accès aux meilleurs soins médicaux du Nouveau-Mexique, avant qu'il ne soit trop tard pour changer le cours des choses. C'est un fait avéré. L'étrangeté est inscrite dans le dossier et ne nécessite aucun ajout. La question de savoir ce qu'un décès dû à un virus hanté, au sein d'une propriété scellée, surveillée et bien entretenue, implique quant aux conditions qui y règnent, en surface, en sous-sol ou les deux, reste sans réponse dans le rapport du médecin légiste. Aucune déclaration officielle n'a précisé le lieu de l'exposition ni la source de contamination. La source de ce décès demeure officiellement inconnue. L'homme a tout faire. La personne qui a découvert le corps n'était pas celle à laquelle on s'attendait. Pendant les 9 jours qui ont séparé le décès de Betsy Arakawa de la découverte du corps de Gene Hackman, tout le dispositif institutionnel entourant l'un des acteurs les plus célèbres de Hollywood n'a pas réagi. Ni ses agents, ni ses avocats, ni le personnel de maison qui travaillait dans cette propriété depuis des années sous couvert d'accords de confidentialité signés. Ni sa famille, ni ses voisins, ni personne de son entourage professionnel ou personnel n'a signalé officiellement l'incident pendant 9 jours. C'est un homme à tout faire qui l'a fait. Venu pour une intervention de routine, une simple visite d'entretien sans importance particulière, il a remarqué quelque chose d'anormal et a déclaré aux adjoints du shérif du comté de Santa Fe
qu'il pensait que le couple était décédé à l'intérieur. Aucun accord légal ne l'obligeait au silence. Il n'avait aucun lien institutionnel avec la propriété qui aurait pu compliquer son signalement. Il est arrivé avec sa boîte à outils, a senti que quelque chose clochait et a appelé la police. C'est la seule raison pour laquelle cette affaire est rendue publique. Considérez les conséquences de ce fait. Chaque personne de l'entourage officiel de Hackman, liée par la loi, par la loyauté et par une longue relation professionnelle, disposait de 9 jours pour remarquer ce silence et poser des questions. Aucune ne l'a fait. Ou, si elles l'ont remarqué, aucune n'a agi. Un homme sans aucun lien préalable avec les rouages de la succession, ignorant tout de ses procédures et de son architecture juridique, est arrivé pour un travail ordinaire et est devenu le seul artisan de la mort de Gene Hackman. Imaginez ce qu'implique réellement 9 jours de silence de la part d'un cercle professionnel aussi étendu. Les agents prennent des nouvelles. Les avocats suivent les dossiers en cours. Les assistants transmettent les messages. Les membres de la famille attendaient des nouvelles. Aucun de ces contacts, durant 9 jours complets, n'a abouti à une vérification de leur bien-être. Tous, soit ils ont tenté de les contacter sans obtenir de réponse, sans s'inquiéter, soit ils ont cessé de les contacter sans demander pourquoi. Des explications sont possibles, sans pour autant susciter de soupçons. Le personnel a peut-être reçu l'ordre de ne pas se rendre sur place. La famille a peut-être cru que le couple souhaitait être tranquille. Les avocats ont peut-être traité les demandes et transmis les messages sans éveiller les soupçons. Chacune de ces explications est plausible. Mais le résultat est le même. 9 jours de silence complet de la part de tous ceux qui connaissaient cet homme, seulement interrompus par une personne qui ne le connaissait pas. Revenons-en maintenant au prétendu tunnel. Si les sources proches de l'enquête disent vrai lorsqu'un passage secret existe sous cette propriété, et si ce passage a été emprunté récemment comme allégué, l'homme à tout faire était probablement la première personne à accéder à cette propriété dans ces derniers jours sans accord préalable de confidentialité. Tous ceux qui l'ont précédé, au cours des années où Hackman a travaillé pour lui durant cette période, était tenu au silence par une obligation légale. Lui, en revanche, est arrivé en dehors de ce cadre. Il ignorait ce que les murs protégeaient. Il ignorait le contenu des accords légaux. Il n'avait aucune raison d'aller au-delà des apparences. Il savait simplement que quelque chose clochait et il l'a dit à quelqu'un. Dans une affaire marquée par le silence institutionnel, le silence juridique, le silence professionnel, 9 jours de silence absolu de la part de tous ceux dont la relation avec Gene Hackman était assortie de conditions. Un homme armé d'outils, sans aucun accord préalable, a été le seul à donner l'alerte. Ce qui l'a déclenché et ses conséquences restent encore floues. L'homme qui a instauré ce silence. Voici ce que l'on oublie souvent de Gene Hackman. Avant la succession, avant les caméras, les murs d'enceinte et le personnel tenu au secret professionnel, avant sa disparition si complète de la vie publique que sa mort est passée sous silence pendant 9 jours. Il était l'une des personnalités les plus chaleureuses et authentiques du cinéma américain. Une chaleur non pas formatée par un attaché de presse, mais une chaleur qui donnait aux inconnus l'impression de le connaître depuis toujours. Son coiffeur à Santa Fe raconta à un journaliste local que Hackman venait toutes les 2 ou 3 semaines, s'asseyait sur le même fauteuil et passait 1 heure à parler d'Hemingway et du climat du Kansas de son enfance. Il laissait un pourboire généreux. Il se souvenait du nom des enfants, de leur âge, de leurs équipes de baseball, et même s'ils avaient été admis dans l'école de leur choix. Au marché, les vendeurs le reconnaissaient à vue d'œil. Il achetait des piments verts en grande quantité et plaisantait sur son espagnol approximatif.
une bibliothécaire du quartier, décrivit comment il s'attardait après les événements communautaires, échangeant sincèrement avec tous ceux qui se trouvaient là. Ce n'était pas un homme fait pour la solitude. On ne se construit pas des murs par choix. Ils érigent des murs parce que quelque chose l'exige. L'infrastructure de surveillance, les accords légaux, le silence professionnel absolu observé par tous ceux qui ont travaillé dans cette propriété. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Tout est choisi, organisé et appliqué. Chacune de ces décisions a été prise délibérément pendant des années et renouvelée à chaque nouvelle embauche. Ce même homme passait ses samedis matins à parler d'Hemingway avec son coiffeur et à s'enquérir du nom des enfants de ses voisins. Cette contradiction est ce qu'il y a de plus authentique dans toute cette histoire. Un homme qui, de l'avis de tous, était profondément impliqué dans le quotidien des autres et qui, simultanément, a instauré l'un des silences privés les plus hermétiques de la vie américaine moderne. La chaleur humaine était réelle. Les murs étaient réels. Les deux affirmations étaient vraies simultanément chez la même personne, pendant les mêmes décennies. Ceux qui l'ont connu à Santa Fe n'arrivent-ils pas à comprendre. Ils décrivent l'homme qu'ils ont rencontré et laissent le reste de côté, car ce reste leur a toujours été interdit. Betsy Arakawa était l'autre personne au cœur de cette contradiction. De l'avis général, elle était intelligente, compétente et profondément attachée à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Elle tenait la maison. Elle gérait le personnel. Concrètement, c'était elle qui assurait le fonctionnement du complexe et le maintien du silence. Elle comprenait d'une certaine manière la raison d'être des murs, puisqu'elle participait à leur entretien. Tous deux ont disparu. Ils ont emporté avec eux tout ce qu'ils savaient ensemble. Il ne reste que le complexe, l'architecture légale du silence qui l'entoure, une source de contamination non identifiée, 9 jours d'isolement documenté et une entrée de tunnel dont aucun responsable n'a encore parlé. Quelle que soit la nature de ce tunnel, quelle que soit sa fonction, il s'inscrit dans la même contradiction. C'est le genre de détail qui ne prend sens que si l'on comprend déjà qu'un homme peut être pleinement présent à la surface et totalement dissimulé sous terre. Que change ce tunnel? Des sources proches de l'enquête ont affirmé qu'une entrée de tunnel avait été découverte près du périmètre de la propriété Hackman lors d'une seconde inspection. Cette information n'a été confirmée par aucune instance officielle. Le bureau du shérif de Santa Fe, le FBI et toute autre agence fédérale n'ont fait aucune déclaration. L'existence de ce tunnel est alléguée, étayée par des sources, mais non confirmée. Ce contexte est important et ne diminue en rien la gravité de l'affirmation. Voici ce que les faits avérés de cette affaire établissent déjà. Sans le tunnel, une femme est décédée dans une enceinte sécurisée des suites d'une maladie transmise par des rongeurs, dont la source n'a jamais été officiellement identifiée. Son mari est resté seul dans cette enceinte pendant 9 jours sans contacter personne. Les caméras intérieures étaient désactivées avant l'arrivée des autorités. Les portails étaient verrouillés de l'intérieur. Le coffre-fort de la chambre était vide. Les livres avaient été remis sur les étagères dans le désordre. Chacun de ces faits a une explication innocente. Pris individuellement, chacun pourrait être rationalisé. Mais ensemble, ils forment un tableau que la conclusion officielle sur la cause du décès ne rend pas pleinement compte et qu'aucune déclaration publique n'a encore abordé. On a tenté de combler cette lacune. Ajoutons maintenant le tunnel. Si ce passage existe réellement, si un point d'accès dissimulé se trouve sous la propriété et a été récemment utilisé comme l'affirment certaines sources, cela explique-t-il les faits avérés? Ou cela ne fait-il qu'amplifier les questions que ces faits soulèvent déjà? Cela explique-t-il les 9 jours de silence, les caméras hors service, le coffre-fort vidé, la source de contamination non identifiée? La vérité,
c'est que cela n'explique peut-être rien de tout cela. Un tunnel pourrait exister et n'avoir aucun lien avec la mort de ces deux personnes, mais cela change la donne. Un homme qui a construit cette propriété en surface, qui a maintenu ce silence institutionnel pendant des décennies et qui est mort sans appeler à l'aide durant les 9 derniers jours de sa vie. S'il y avait aussi quelque chose sous cette propriété dont il était responsable, la question de ce qu'il protégeait devient une toute autre question. Voilà ce que signifie le titre de cette vidéo. Non pas que le tunnel résolve quoi que ce soit, ni qu'il change tout ce que nous pensions demander. Le silence qui demeure, la conclusion officielle, est sans équivoque. Gene Hackman est décédé d'une maladie cardiovasculaire. Betsy Arakawa est décédée d'une infection par le virus HLA, cause naturelle. Aucun acte criminel. Ce que les conclusions officielles n'expliquent pas, ce sont les 9 jours, les portes verrouillées, les caméras intérieures désactivées manuellement, la source de contamination non identifiée, ni le fait que personne dans l'entourage de Hackman n'ait donné l'alerte pendant toute la période allant du décès de sa femme à ses propres derniers jours. Le prétendu tunnel n'a été mentionné dans aucune déclaration officielle. Aucune agence ne l'a confirmé ni infirmé. Aucun suivi n'a été effectué. Dans une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre pendant des semaines, le seul détail que des sources affirment avoir été découvert par les ouvriers sous la propriété a suscité un silence complet de la part de toutes les instances officielles. Ni démenti, ni explication, rien. La dernière personne à avoir atteint la propriété avant la découverte des corps était un homme à tout faire, sans engagement préalable de garder le silence sur ce qu'il avait vu. Il en a vu suffisamment pour appeler le shérif. La question que soulève cette affaire, non pas philosophique ni inventée, mais née de 9 jours de silence documenté et de l'existence présumée d'une entrée souterraine sous cette forteresse, est simple. S'il existe un passage sous la propriété et si les enquêteurs y ont accédé, pourquoi aucune autorité n'a-t-elle soufflé mot de ce qu'elle y a trouvé? Sur tous les autres aspects de cette affaire, le silence s'est révélé être l'élément le plus révélateur de toutes les personnes impliquées. Partagez votre théorie dans les commentaires.